Nous l'avons rencontré pendant de longues heures, le designer des 205, Alpine, Venturi et bien d'autres encore. Au départ, on devait découvrir son dernier bébé. S'en est finalement suivi une discussion à bâton rompu, passionnante, avec des anecdotes incroyables et des révélations jamais évoquées ailleurs. Si vous connaissez un peu l'histoire de l'automobile de notre pays, ce nom ne vous sera pas inconnu. Petit rappel, M. Godefroy est connu pour avoir fondé Venturi, avec un Y, avec son ami et associé Claude Poirot. Venturi, devenu Venturi par la suite avec un I, dont il dessina tous les modèles jusqu'au rachat par Guildo Pastor. Ce que l'on sait moins, c'est que le designer a également œuvré sur la Peugeot 205, le J9 ou encore l'Alpine V6, la GTA. Discuter design avec ceux qui le font est toujours passionnant, mais avec Gérard Godefroy, ça prend encore une autre dimension. N'allez pas croire qu'il fait partie de ces designers qui courent après les micros et les interviews. Gérard, c'est tout l'inverse. Le garçon est très discret et déteste plus que tout parler de lui. Passionné de Venturi, j'ai habité pendant 15 ans à quelques centaines de mètres de chez lui, sans le savoir. Pour bien comprendre l'œuvre, il faut comprendre l'homme. Je lance notre ami sur ses débuts. Les premiers amours automobiles de Gérard Godefroy passent par les buggy, qui pullulent chez nous dans les années 70 après avoir déferlé en Californie. Vous pourrez regarder aussi et écouter l'article que nous avons fait sur le LM Sovra. Comme d'autres, il se lance dans la conception et la fabrication de buggy francisés pour le compte d'un associé. Les Baja River et Buckster sont des VV tronqués, découpés pour le châssis, conservant l'essentiel de la carrosserie. Des véhicules que Gérard qualifie plus d'insectes des villes que de buggy des plages. L'aventure ne le rendra pas millionnaire, mais permet à notre designer de faire ses premiers pas. C'est au sein de la vénérable maison Peugeot que le coup de crayon de Gérard Godefroy va faire mouche. En janvier 1976, quand Gérard franchit les portes de chez Peugeot, il découvre un atelier de design embryonnaire. À l'époque, on ne parle pas de centre de design et c'est au sein d'une toute petite structure qu'il est accueilli. Gérard Walter dirige cette équipe chargée d'imaginer le nouveau visage de la marque. Le style interne, souvent en concurrence avec Pininfarina, n'a alors pas le poids du centre de style PSA d'aujourd'hui et a finalement tout approuvé. Tout est à faire chez Peugeot à la fin des années 70 et cela plaît à notre homme. Justement, le projet M24 qui donnera naissance à la 205 Peugeot est lancé. Walter demande à Godefroy quel Peugeot il aime le moins. La 104, répond Gérard Godefroy sans hésiter. Dessine-nous des remplaçantes de la 104 alors. J'ai tout entendu sur le projet 205 et sur l'implication réelle ou non de Gérard Walter dans son dessin. La seule fois où j'aurais pu poser la question à l'ancien patron du style de Peugeot, il n'est pas venu au rendez-vous. C'était il y a quelques années, peu avant sa mort. Un jour où tout le monde chez Peugeot avait décidé de ne pas faire le travail pour lequel il était payé. Les attachés de presse de la marque, le mec sur place chargé de me recevoir et Walter, qui lui ne s'est carrément pas déplacé. Godefroy insiste sur le travail d'équipe, mais me confirme que c'est bien son travail qui a servi de base à la 205. Gérard Godefroy travaille, pendant des mois, sur la maquette en clé et 2 ans et demi sur le projet. C'est une maquette échelle 1 qui plus tard sera validée par la direction. Le design est un orchestre avec plein de musiciens et un chef d'orchestre. C'est un patron du design au fort caractère qui précipite la fuite de Godefroy, avant le démarrage commercial de celle qui sauvera Peugeot. Gérard participe à d'autres projets chez Peugeot. Le J7 est vieillissant et il faut lui trouver un remplaçant. Chez Peugeot, ce projet traîne depuis des mois et commence à exaspérer tout le monde. Gérard Godefroy dessine le J9 en 3 semaines et son projet est validé. À l'exception des phares, se presse de rectifier Gérard. Au dernier moment, l'autre Gérard, Walter, a rectifié les phares et leur entourage. Ce qui lui donne ce regard-là, me dit-il en imitant le regard du J9 à la perfection. Là, j'ai un grand fou rire, l'imitation du regard ébahi du J9 est bluffante. Mais par la suite, j'apprends aussi que l'utilitaire de toute une génération a échappé au pire. Depuis le début du projet J9, ils avaient décidé qu'ils devaient s'inspirer, le J9, de ce qui avait fonctionné ailleurs, et notamment du HY Citroën. Ils voulaient absolument lui coller un capot dans le même style. Cela n'avait aucune justification, puisque l'architecture mécanique ne nécessite pas de dessiner un capot. Esthétiquement, c'était une catastrophe, imaginer un capot du HY sur un J9. Gérard Godefroy part donc de chez Peugeot, et se retrouve à travailler chez Heuliez. Le jeune designer fait alors la connaissance de Claude Poirot avec qui il crée Venturi. Mais avant de se lancer dans cette aventure, c'est sur l'Alpine V6 qu'il travaille. À sa grande surprise, c'est sa maquette qui sera retenue pour le projet de la nouvelle Alpine.
Je travaillais depuis des semaines sur une maquette au 1/5 et quand la date du gel des maquettes est arrivée, j'étais absent. Les lignes étaient là, les proportions étaient là, mais elles ne disposaient pas de face avant. Dans l'urgence, un maquettiste a donc terminé le visage de mon Alpine. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça ne correspondait absolument pas à l'idée que j'en avais. J'étais certain qu'elle ne serait pas retenue et finalement c'est devenu l'Alpine V6. En tout, il y a eu une douzaine de maquettes de réalisées. Chez Renault, chez AMC, chez Alpine et chez Oliez. Mais à chaque fois que j'en vois une dans la rue, je ne peux m'empêcher de penser que cette face avant ne va pas avec le reste de la carrosserie. Une amitié forte naît alors avec Claude Poirot. Il décide de se lancer, par défi, dans la réalisation d'une voiture de sport française. Gérard Godefroy démissionne en 1983 et travaille à plein temps sur la réalisation d'une maquette. Claude Poirot le rejoint le soir, après le boulot, les week-ends ou encore pendant les vacances. Il dit « On travaillait dans le sous-sol de la maison de Claude, sans aucun moyen. Je travaillais de temps en temps, en indépendant, pour une société spécialisée dans les pressoirs à raisin. J'échangeais donc avec eux des travaux de design contre de la mousse polyuréthane, de la résine polyester ou du tissu de verre. C'est avec les pressoirs à vin Vasselin-Bucher que j'ai pu faire la première maquette de l'Aventuri. Mais nous étions si déterminés que rien n'aurait pu nous arrêter. » Quand je demande à Gérard quelle était à l'époque la destination du projet Venturi, il me confie avec un grand sourire, entre Claude et moi, c'était on fait et on voit. Les deux hommes n'avaient aucune idée précise de ce qu'allait devenir la voiture une fois terminée. J'avais juste fait un pari, exposer la voiture terminée au Salon de Paris en octobre 84. Mais là aussi, ce n'était pas simple. Il a fallu convaincre le patron du salon de la sincérité de notre démarche. J'étais un chômeur fauché que personne ne connaissait. La direction du salon s'est donc un peu renseignée sur nous. Ils ont appelé Oliez qui leur a confirmé, malgré mon départ, que j'étais un garçon sérieux. Les débuts d'une marque mythique tiennent parfois à peu de choses. Après, une première maquette à l'échelle 1.5, une maquette à l'échelle 1 est réalisée entre février et octobre 84. Pour Gérard, ce sont de longues journées de travail, tous les jours, soirs et week-ends compris. Pas de vacances en 84 et même des nuits blanches qui se succèdent dans les dernières semaines avant le salon. Disons que nous étions loin des 35 heures, me confie-t-il. Après des mois de travail acharné, la première Venturi est dévoilée sur un petit stand du salon de Paris. Elle n'est pas roulante mais possède déjà un moteur de Golf GTI, des ouvrants et un habitacle complet. Gérard Godefroy est exténué, mais les retours sont excellents. Claude fait l'animation sur le stand, consulte à tour de bras, et un premier investisseur entre chez Venturi. C'est le début d'une aventure incroyable. Il y a quelques mois, M. Godefroy nous avait parlé d'un projet de DS coupé nommé Grand Palais, en nous promettant qu'il nous préviendrait quand ce serait prêt. Après avoir exposé un premier véhicule à Rétromobile en début d'année, la touche finale a été appliquée et nous découvrons le dernier bébé de Godefroy Design. C'est encore d'une histoire d'amitié qu'est né ce projet. Son associé dans l'aventure se nomme Christophe Beer, un homme avec de l'or dans les mains. Les deux amis se sont rencontrés en 85 chez D'Angèle et depuis 35 ans n'ont cessé de travailler ensemble sur des réalisations automobiles, notamment sur les carrosseries Venturi, Obicar ou encore San, un constructeur indien. Christophe Beer avait l'idée au départ de faire un cabriolet sur base DS, mais devant l'énoncé du projet de son ami, Gérard Godefroy voit l'occasion de faire la DS qui manque dans la gamme. Ce sera un coupé dans la pure tradition des carrossiers français de la grande époque. Comme c'est souvent le cas avec Gérard Godefroy, tout commence avec un premier dessin d'artiste, nommé Le Dessin Bleu, en 2012. Ce dessin me rappelle furieusement les dessins d'art présents au conservatoire Citroën à Aulnay-sous-Bois, protégés dans des tiroirs hermétiques et que les conservateurs du musée ne manipulent qu'avec des gants blancs. C'est toute la force de ce projet de coupé DS. Tout est fait à l'ancienne, dans les règles. Il nous dit « Honnêtement, je suis un dinosaure. Plus personne ne travaille comme ça. Le travail sur la voiture est dans le même esprit. Je ne vois pas qui, dans l'avenir, se lancera dans des travaux comme ceux-ci. » Le début du travail commence en 2014, avant de se terminer il y a quelques jours. Devant ma surprise, Gérard précise que ce coupé est issu d'une épave de DS qui a été entièrement reconstruite de A à Z. Chaque boulon a été entièrement restauré, chaque panneau de carrosserie travaillé, jusqu'à obtenir cette ligne et cette finition exemplaire. Si vous pensiez qu'il s'agissait de mettre un toit sur une DS cabriolet, vous avez tout faux. De la base du pare-brise au pare-choc arrière, tout a été redessiné et remodelé. L'intérieur
tout cuir est également nouveau, mais toujours dans l'esprit de la DS originelle. D'ailleurs, il est totalement hors de question d'utiliser une DS roulante ou en bon état pour la transformation. On ne détruit pas le patrimoine. Ici, on reconstruit, on sauve. Chaque coupé Grand Palais permettra de voir une DS de plus sur la route. À voir les yeux de notre interlocuteur s'illuminer quand il en parle, on comprend que plus la base sera en ruine, plus il sera heureux de voir le résultat final. Les lignes parlent d'elles-mêmes, et en voyant le résultat, on se dit que ce coupé Grand Palais aurait pu intégrer la gamme de l'époque. L'intérieur tendu de cuir camel est digne des marques les plus prestigieuses. Chaque détail est scrupuleusement et méthodiquement pensé, sculpté, fini. Cette première voiture est toujours propriété de Christophe Automotive. Le second exemplaire, actuellement en construction, est déjà vendu. Évidemment, tout est réalisable sur mesure, en fonction des désirs du client. Devant un tel travail, on se dit que le prix demandé, 150 000 €, est absolument justifié. Ramené à la cote de certaines DS, c'est même un cadeau. Contrairement à une DS Chaperon, par exemple, notre voiture n'a pas d'historique. Elle a seulement éventuellement l'historique Godefroy, tempère Gérard. C'est vrai, mais nous parions que ce « seulement » parlera à beaucoup d'amateurs de voitures d'exception. Nos deux compères ont entamé des démarches pour une homologation qui reste à définir, et ce premier exemplaire conserve sa carte grise d'origine. Gérard Godefroy est aussi un philosophe du design, qu'on pourrait résumer à la pureté des lignes. L'obsession de ces voitures a toujours été de faire bien du premier coup. Pour faire une belle voiture, il faut viser dans le mille, du premier coup, dit-il. Gérard me montre le dessin de la Venturi 400 GT, et je comprends. Tout est là sur ce dessin. On pourrait superposer le dessin d'origine avec une photo de la version produite. Chez Venturi, il y avait peu de moyens, donc ça obligeait à être efficace. Pas question de multiplier les essais de carrosserie comme chez un grand constructeur. On retrouve cette pureté dans l'Alpine V6, la Venturi évidemment, mais également dans la 205. Toutes ces voitures ayant comme dénominateur commun d'avoir vieilli très lentement. La règle de base, s'il doit y en avoir une, c'est de partir d'une idée forte, qu'on peut appeler le thème. Après, autour du thème, on épure, encore et encore. Pas une bosse ou un creux qui ne servent à rien. Au premier coup de crayon, le style doit être évident, pur et surtout pas torturé. C'est souvent la peur de l'échec qui pousse à faire plein de maquettes. L'exemple typique, c'est Renault. Avec le succès de la Renault 5, ils étaient terrifiés à l'idée de la remplacer. Je crois qu'il y a eu au moins 40 maquettes avant de valider la Super 5. L'autre axe qui guide les travaux de Godefroy Design, c'est l'élégance à la française. Il prend d'ailleurs un exemple concret. J'ai visité il y a peu le musée Christian Dior à Granville. C'est ça, l'élégance à la française. Ça ne veut pas dire qu'il faut rester enfermé dans ce concept. La Venturi, par exemple, était très italienne dans ses lignes, mais aussi américaine, car elle avait aussi de la Corvette C4 de toute évidence dans ses gènes. Nous terminons notre entrevue et l'occasion de débattre pendant une dernière demi-heure des dernières nouveautés automobiles. Il nous dit « Ils font tout l'inverse de ce qu'il faut faire pour faire une voiture élégante. C'est torturé, extrêmement chargé. On ajoute des détails inutiles, des appendices dont on se serait bien passé. Tout l'inverse de ce que j'aime. Ça fait quelques années que je rencontre des designers et que j'entends ce discours. Par pure charité, nous tairons les noms des nouveautés que nous avons démolies ce soir-là. Avant de laisser le mot de la fin aux designers, une belle voiture n'est pas forcément chère. Cela ne prend pas plus de temps de faire une belle voiture. Quand elle est réussie, elle est réussie. Je crois que si elle ne l'est pas, c'est que les gars ont mal travaillé.